C'est vraiment les nouvelles frontières, et là on arrive vraiment au bout. Alors en fait, on sait déjà un peu qu'il faut récuser, parce que les recommandations nous font une longue liste des patients qu'il ne faut certainement pas envisager de proposer au TAVI. Indépendamment des problèmes de thrombus dans le ventricule gauche, d'endocardite, etc., 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 on va essayer plutôt de s'intéresser non pas aux contre-indications, je dirais d'abord, mais plutôt un peu générales. En fait, qu'est-ce qu'on attend du TAVI lorsqu'on nous propose un patient ou lorsqu'on a vu un patient pour un TAVI? Eh bien, on va essayer de, allonger sa durée de vie, et deuxièmement, améliorer ses symptômes. Mais en fait, est-ce qu'on est vraiment sûr de ce que l'on fait au quotidien et à l'échelon individuel? Et c'est tout le débat qui se tient actuellement entre la futilité ou l'utilité, où je rappelle que le côté futile de quelque chose, d'après M. Larousse, c'est quelque chose qui a peu de valeur, peu d'importance et qui ne mérite pas qu'on s'y arrête. Et finalement, quand on regarde les données globales des registres et des études du TAVI, eh bien le TAVI, oui, augmente la durée de vie. Il y a plus de survivants à 24 mois après TAVI qu'après traitement médical. Et là, on peut dire, finalement, on va tous leur allonger la durée de vie. C'est pas tout à fait vrai, parce que déjà, un premier biais, c'est chez les patients à très haut risque, je dirais, qu'il n'y a pas d'avantage à envisager un TAVI. La deuxième chose, c'est lorsque l'on dit qu'il faut que les malades aient une espérance de vie supérieure à 1 an. Est-ce que quand on va faire le TAVI, on est sûr qu'ils vont aller dépasser la première année? Eh bien ça, c'est quand même pas inintéressant. Et lorsqu'on reprend Partner, il y a une analyse très intéressante qui a été publiée récemment, où on va prendre les patients qui ont survécu à une procédure techniquement réalisée, donc à 30 jours ils sont vivants, et puis on va regarder ceux qui sont vivants ou morts, tout au moins, au bout d'1 an. Et lorsqu'on prend finalement ce groupe de patients, c'est donc le early mortalité après TAVI, à 1 an bien sûr, à 100% de décès, et là vous avez donc le traitement médical uniquement. C'est-à-dire que là vous avez une perte de chance pour le malade de 30%, puisque finalement par rapport au groupe contrôle traitement médical, eh bien il y a 30% de différence. Et lorsqu'on regarde les facteurs, je dirais prédictifs, de cette mortalité au cours de la première année chez des patients qui ont survécu à un TAVI, eh bien finalement c'est plutôt de la bonne médecine générale, ce sont des petits poids, ce sont les patients qui ont des problèmes hématologiques, ce sont les patients qui sont en insuffisance rénale, ce sont les patients qui ont des défaillances hépatiques, et puis aussi un MMS un peu bas, c'était le seul critère qui était retrouvé. Et lorsque l'on regarde maintenant, est-ce qu'on va améliorer les symptômes? Eh bien oui, ça marche. Ils sont tous améliorés. La population est améliorée. Non, que nenni, je pense qu'on ne s'intéresse pas à la population, on s'intéresse à des individus particuliers. Et lorsque vous regardez n'importe quel critère, je dirais, de qualité de vie, avec en baseline, et puis la variation, regardez, il y en a quand même pas mal qui diminuent après et qui sont moins bien après qu'avant. Donc là, on n'a pas rempli non plus le deal. Alors bien sûr, il y a la fragilité. La fragilité, je vous ferai grâce de toutes ces merveilleuses photos qu'on trouve de la mamie qui saute, qui fait de la trottinette, etc. Je pense que ça n'a aucun intérêt, mais effectivement, on peut voir si quelqu'un est fragile. Mais il faut peut-être s'intéresser à d'autres choses. On sait que la fragilité intervient, je dirais, dans un continuum et dans une maelstrom entre l'incapacité, l'activité, les comorbidités hors cardiovasculaire, je préciserai bien, et donc il y a la fragilité qui représente quand même 27%. Or, ce simple concept de fragilité, ce n'est pas un risque de mortalité périprocédurale. Ils sont encore résistants. En revanche, à 1 an, ça sort. Il y a pratiquement 2 fois et demi plus de morts chez les patients fragiles. Et puis, revenons quand même à des choses qui sont extra-cardiologiques, notamment les scores, ce que j'appellerais de survie en bonne médecine générale, les scores de Charlson et puis Gagné, donc plus récemment. Eh bien, vous voyez que ce score, il est capable de prédire la mortalité à 1 an des populations. Et lorsque vous arrivez à un score de 6 ou 7 dans le Gagné,
eh bien vous avez à 6 ou 7 une mortalité à près de 30% à un an, ce qui finalement est absolument rédhibitoire, et vous revoyez apparaître coagulopathie, les anémies, le foie, etc., etc. Et puis, on a peut-être un critère quand même qui est intéressant, parce que le gait speed, c'est une mesure universelle du risque de mortalité dans une population donnée, quoi qu'on leur fasse. Et donc, on sait qu'il va y avoir une gradation. Et nous, on a pratiquement la même chose. On ne peut pas toujours faire le gait speed, mais on peut faire éventuellement un test de marche de 6 minutes. Et lorsque le test de marche est impossible, regardez ce que ça donne, 42% de mortalité à 24 mois, lorsque le patient ne peut pas se déplacer. Et puis il y a une petite différence, mais à peine significative, entre ce qu'on appelle les lents et les rapides. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est quand on corrèle finalement ces résultats au type de mortalité, eh bien vous apercevez que finalement, le test de marche, c'est essentiellement un critère de sélection des morts non cardiovasculaires. Et ça, c'est quand même une très bonne appréciation, puisque l'on sait quand même que 50% des décès à 1 an et ensuite à 2 ans seront d'origine non cardiovasculaire. À part cette espèce je dirais, de pot pourri de médecine générale et de bon sens paysan, on a aussi des situations dans lesquelles on n'est certainement pas très bon. L'insuffisance respiratoire, surmortalité à 1 an, et puis de toute façon sur le plan fonctionnel, ils vont pas bien du tout. Et on les voit bien. Quand on les revoit à 6 mois, eh bien effectivement, ils ont plus de gradient sur la valve, mais ils respirent toujours pas mieux. D'autant plus qu'ils ont une hypertension artérielle pulmonaire, qui sont O2 dépendants et qui sont incapables de faire 3 mètres, même avec le déambulateur. Donc finalement, 42% de mortalité à 1 an dans ce groupe d'insuffisance respiratoire grave. L'hypertension artérielle pulmonaire, on a des échecs. On sait très bien que l'hypertension artérielle pulmonaire est en grande partie liée d'une part à l'insuffisance cardiaque gauche, mais aussi à l'insuffisance respiratoire, et que effectivement le fait de mettre une valve va baisser la pression pulmonaire. Mais regardez, si vous avez une pression pulmonaire normale avant et après, voilà la mortalité à 2 ans. Si vous avez une pression pulmonaire élevée avant et qui reste élevée après, vous faites plus que doubler la mortalité. La dysfonction VG, bien sûr, on sait que le fait de mettre une valve va améliorer, mais ça, c'est encore la population. Qu'est-ce qui se passe? Il faut regarder les patients qui vont pouvoir éventuellement bénéficier d'une récupération ventriculaire gauche. Et c'est là où on va avoir une vraie différence, pratiquement une mortalité divisée par 2 chez les patients qui vont pouvoir récupérer. En pratique, comment faire? D'abord, l'analyse post-hoc, comme on pourrait dire, c'est-à-dire je lui ai mis une valve, il va pas mieux, c'est quand même pas terrible, c'est quand même assez décevant. Et même si en lisant la littérature, et on pourrait se glorifier que même chez les patients les plus graves, la population va mieux, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'à l'échelle individuelle, ça reste un exercice beaucoup plus difficile. Alors qui va tirer bénéfice ou qui va ne pas tirer bénéfice? Moi, la mobilité, c'est la chose la plus importante. Les gens qui vont travailler avec moi ou qui travaillent encore avec moi savent que lorsqu'on va me montrer un patient, on dit viens voir un patient, la première chose que je fais, c'est est-ce que vous pouvez vous lever? S'ils peuvent pas du tout se lever du fauteuil, vous avez vu dans le test de marche, c'est absolument catastrophique. Là, il va falloir quand même me forcer un peu. Les tests de fragilité, c'est pas uniquement l'impression comme ça. Il y a des vrais tests de fragilité, en particulier biologiques. Et je voudrais que vous vous intéressiez un peu plus tous à l'albuminémie. Vous verrez que c'est un excellent test de fragilité, puisqu'il y a la dénutrition. Et puis, les tests, je dirais, de médecine générale, comme je les appelle, les Gagné, les Charlson, c'est absolument capital, car vous êtes capable, même en l'absence d'un rétrécissement aortique, dans certaines populations, d'avoir des 40% de décès à 1 an. Et puis, lorsqu'on arrive vers les comorbidités qu'on sent un peu plus, l'hypertension artérielle pulmonaire, la dysfonction VG, l'insuffisance respiratoire, je pense qu'il faut savoir passer par la case valvuloplastie et voir non pas la variation du gradient ou de la surface, mais regarder s'il y a eu une efficacité même mineure sur les symptômes ou sur les chiffres. Je rappellerai quand même pour l'HTAP, n'oubliez pas le cathétérisme droit, ça peut apporter d'énormes renseignements.
Alors, qui récusait d'abord les patients avec une espérance de vie de moins d'1 an et ceux qui risquent d'avoir même moins d'1 an après une valve, les patients asymptomatiques ou non demandeurs, les patients à très haut risque, les patients impotents, les patients fragiles, les patients avec comorbidité extracardiaque et ceux qui ne seraient pas améliorés par la valvuloplastie. Merci beaucoup.